Bonjour et bienvenue sur Bram. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Rémi, qui est coureur, trailer. Il pratique également du canicross. Il va nous expliquer comment bien débuter dans cette pratique. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner. C'est super important. Rejoignez-nous dans ce projet. C'est un tout petit clic, mais ça va nous permettre de nous développer et de continuer à vous proposer ce type de format. Bram est disponible en vidéo sur YouTube, mais également sur toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcast ou encore Deezer. Et je remercie également le sponsor de cette émission qui est la Chaussette de France. La Chaussette de France, ou LCF pour les intimes, est une marque née à Troyes, dans l'Aube, qui fabrique des chaussettes en France depuis plus de 60 ans. Un savoir-faire 100% local, maîtrisé de A à Z avec un engagement clair, faire du bon, du durable et surtout du confortable. Historiquement reconnu dans le milieu du ski, LCF s'impose aujourd'hui dans l'univers de l'outdoor, du running, de la randonnée, du trekking, avec une gamme technique, respirante, ajustée et ultra résistante. Parmi leurs modèles phares, il y a la Coyote Run Run, une chaussette fine, colorée, avec des renforts ciblés et technologiques comme la friction free pour limiter les frottements. Avec le code BRAM25, profitez de 15% de réduction. La Chaussette de France, c'est une marque qui parle aux passionnés, débutants comme confirmés, à ceux qui veulent du sens, de la qualité et du Made in France. Ils ont des nouveautés à venir, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en description. Vous pourrez suivre toute leur actualité. Merci à la Chaussette de France de soutenir cette émission. Je pense avoir tout dit. Vous êtes prêts? C'est parti. Salut Rémi. Salut Nicolas. Bon, ça fait plaisir de te rencontrer. Mais moi aussi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter simplement? Ok. Eh ben écoute, donc je m'appelle Rémi, j'ai 46 ans. Que te dire, on va en parler un peu, mais a priori, il semblerait que j'ai un parcours de vie inhabituel. Ouais, carrément. En gros, je suis un curieux finalement, je pourrais dire ça. J'ai toujours été curieux de plein de choses. Et à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'explorer ce qui m'intéressait, je l'ai fait. Voilà, donc ça m'a permis d'explorer pas mal de choses. Et puis dans ce qu'on va parler aujourd'hui, la nature, le sport, j'ai pu explorer des choses. Voilà. Je saurais pas quoi dire de plus. Je suis expert en rien, curieux de tout. Voilà, on pourrait dire ça. Ça te va? C'est nickel. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Donc je suis pasteur. Ok. Pasteur d'une église évangélique. J'ai longtemps été éducateur spécialisé aussi. J'ai fait les deux en parallèle. Maintenant, je suis pasteur à plein temps. Et je gère ou je participe à l'animation de pas mal d'associations qui sont en lien avec ma foi ou avec tout ce qui accompagne la foi chrétienne en général. Donc charitable et ainsi de suite. Comment et pourquoi tu es devenu pasteur? Alors, j'irais dire de manière assez logique. J'ai grandi dans une famille chrétienne. D'accord. Et à un moment donné, dans mon parcours de foi personnel, j'ai eu envie d'apporter plus que de recevoir. Voilà, donc se mettre au service des autres en se mettant au service de Dieu en étant pasteur, c'est quelque chose qui s'est imposé petit à petit comme une évidence. Et toujours pareil dans mon parcours de curieux, j'ai suivi ce fil, voilà, jusqu'à prendre cet engagement de vie et exercer mon ministère maintenant à plein temps. Moi, ce que j'aime dans Bram, c'est vraiment m'intéresser à la personne. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? Comment tu étais quand tu étais enfant, puis adolescent? Enfant, j'ai eu la chance de grandir à la fois en région parisienne, mais au bord de la forêt. J'ai grandi dans la grande banlieue et on était dans un lotissement qui était vraiment au bord de la forêt. Je prenais mon vélo, je faisais 50 mètres et c'était la forêt, les étangs. Donc j'ai passé toute mon enfance sur mon bicross dans la forêt à pêcher des grenouilles, des têtards. Voilà, dans les étangs. Et ça, je pense que ça m'a donné cet amour de la nature. Il y a comme une connexion, le terme il est un peu galvaudé, mais je crois que c'est vraiment ça. Il était évident que c'était là que j'étais bien, quoi. Donc voilà. Donc ça a quand même défini pas mal de choses parce que dès que j'en avais l'occasion, je partais dans la verte, quoi. Après, t'as grandi, t'es devenu adolescent. Voilà. Après, j'ai grandi, je suis devenu adolescent. Donc à l'adolescence, on découvre d'autres choses. Hein. Il y a forcément les copains. Il y a le sport. Hein. Le sport, ça a toujours fait partie intégrante de ma vie. J'ai fait du jeune gamin. Il y avait le foot avec les copains, le vélo, la course à pied. J'ai découvert la course à pied avec mon père. Donc adolescent, mais ça un peu de côté. On va un peu plus sur la console. Mais malgré tout, j'ai jamais passé trop de temps devant la console. Fallait toujours que je retourne dans la nature. Donc c'était le camping quand je pouvais. J'avais déjà envie d'être scout, même si j'ai jamais pu le faire. Il y avait cette idée aussi de
de partir dans la nature et puis d'y passer du temps. Voilà. Donc l'adolescence un peu coincée entre deux et puis après arrive jeune adulte quoi, une vingtaine d'années. Donc mon parcours de vie est un peu particulier parce que même si mes parents étaient croyants, mon père souffrait d'une maladie psychiatrique. Donc ça n'a pas toujours été drôle, très clairement. Donc je suis parti assez vite de la maison aussi, forcément pour essayer de survivre face à la maladie de mon papa. Et je me suis reconnecté très rapidement avec la nature, quoi. Toujours en région parisienne, mais quand on s'est marié avec mon épouse, les loyers ont fait qu'on s'éloignait encore un peu plus. Donc c'était la région de Fontainebleau et on a vécu dans un centre équestre, un logement dans un centre équestre et au milieu de la nature aussi. Donc voilà, donc rebelote, course à pied à nouveau. Donc j'ai découvert le trail avant même que ça s'appelle le trail. Puisque j'ai toujours couru dans la nature, toujours couru dans les bois, toujours couru dans les sentiers et pareil, voilà, randonnée et puis au-delà, la nature, c'est aussi pour moi les potagers, c'est aussi toutes ces choses-là, hein, donc tout ce qui va avec. Voilà un peu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce coin, de ce département où nous sommes actuellement? Le Lot-et-Garonne. Alors, je découvre le Lot-et-Garonne, comme je t'ai dit, moi Voilà, j'ai grandi en région parisienne. Dans les beaux coins de la région parisienne, hein, Fontainebleau, il y a pire. C'est vrai. Ouais. Mais donc je suis arrivé ici à 5 ans pour mon ministère, hein, pour prendre la suite d'un pasteur qui changeait d'église. Je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout le Sud-Ouest. Je connaissais pas du tout le Lot-et-Garonne. J'ai découvert une région dont je suis tombé amoureux parce qu'il y a à peu près tout ce que j'aime. C'est vallonné, il y a des bois, il y a des chemins de rando. Il fait pas trop chaud, mais il fait vent quand même. On y mange bien. On y mange bien, voilà, ça va avec aussi. Vive la charcuterie. Et je suis vraiment tombé amoureux de cette région. Voilà, je saurais pas trop dire pourquoi, si ce n'est qu'il y avait tous les ingrédients. Ça manque peut-être un peu de forêt ici pour moi, mais bon, il y a la région de Cahors qui est pas très loin. Et puis le meilleur moyen de découvrir pour moi une région, c'est d'enfiler mes baskets. OK, c'est une belle Donc, phrase. Donc la première chose que j'ai faite en arrivant, c'est d'enfiler mes baskets, de prendre mes chiens et puis rando, course à pied. Et j'ai découvert cette région que j'affectionne beaucoup. Je vais rentrer un peu dans ce sujet justement de la course à pied. Tu dis que ça permet de découvrir une région. Comment tu t'organises? Comment tu planifies tes courses? Quelle distance tu réalises? Alors comment je fais? Toujours pareil, hein, je pars à l'aventure. C'est bien connu, hein, quand j'emmène des copains d'ailleurs, ils savent jamais trop par où on va passer, mais moi non plus. Donc moi, OK. je prends un sentier. Alors ça dépend si j'ai le temps, ce que j'aime, c'est vraiment partir à l'aventure. C'est-à-dire que je prends un sentier puis je vois où ça me mène. Trop bien. Après maintenant, on a quand même des applications sur les téléphones qui sont vachement bien faites, quoi. Ouais. Donc avec une application, je prends le téléphone, je regarde grosso modo en amont là où je veux aller et puis je pars à l'aventure. Et puis après, on se réajuste en cours de route, quoi. Donc moi, j'aime faire ça. Donc très clairement, j'ai découvert la région comme ça. Enfin les régions, les environs du village où je me trouve, hein. Vraiment, il y a un chemin de randonnée qui passe pas très loin, je le prends, je vois où il me mène. Si ça m'emmène un peu trop sur la route, voilà, moi j'aime vraiment les sentiers. Ça c'est mon truc. Moins je prends la route, mieux je me porte. Même s'il faut traverser un champ, même s'il faut se manger des ronces ou des orties, j'aime autant ça que le bitume. Et donc voilà, donc je découvre vraiment comme ça. Donc ouais, pour moi c'est la meilleure manière. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont fait prendre des chemins différents, justement, pour rester dans la thématique de la course à pied? Des rencontres, des personnes qui t'ont donné des chemins de vie différents? Alors forcément, mais comment le dire? Parce que j'ai jamais vraiment réfléchi à ça d'ailleurs. J'essaie de me laisser porter, ouais. S'il y a un truc fun, j'y vais. Ah si, tiens, regarde, par exemple, j'ai un poulailler et je me suis lancé un peu dans l'élevage de certaines races. Comment ça s'est fait? Je vais acheter mes graines au magasin comme tout le monde, hein, et puis là, je tombe sur un gars de mon âge qui est un passionné de poules et on commence à discuter. Puis comme je suis curieux, on y va, qu'est-ce que tu fais, machin. Et puis lui me dit, tiens, je développe telle race de poules. Alors pour les connaisseurs, les poules de Gournay, qui est une race justement de Picardie. Je dis, moi j'étais en Picardie, j'en fais. Et puis on discute comme ça. Et là il me dit, d'habitude elles sont noires et j'aimerais développer une couleur bleue. Je dis, c'est chouette. Il me dit, tu veux faire ça avec moi? Pourquoi pas, puisque de toute façon je veux m'en racheter. Donc voilà, donc ouais, c'est des chemins différents. Et puis plutôt que d'aller m'acheter mes poules à droite ou à gauche,
Et ben je m'achète une couveuse, il me file des œufs et puis je fais éclore mes œufs et puis on démarre un nouveau truc. Voilà. Donc ouais, c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc le canicross, c'est comme ça que ça s'est passé. Je cours depuis que j'ai 15 ans. Ouais. Et puis un jour, par le biais du travail, quand j'étais éduc, je suis parti avec des adultes autistes en séjour. On a fait du mushing. J'ai découvert une musheuse. J'ai découvert les chiens. J'ai découvert la traction. Et puis du coup, j'ai pris un chien et je suis parti courir en traction. Et puis ma course à pied est devenue du canicross et du canitrail. Voilà un peu comment ça se passe pour moi. Ça me plaît, c'est raccord avec mon planning, c'est raccord avec mes valeurs. Pourquoi pas. Est-ce que tu peux justement expliquer ce que c'est précisément et avec tes mots le canicross? Là, tu viens de dire également le canitrail. Ouais. Tu différencies les deux, du coup, tu peux nous expliquer? Alors je sais pas, moi comme je dis, je suis pas un pro, hein. Bien sûr, oui. Alors j'essaie de reprendre les termes qui sont utilisés pour juste essayer de parler la même langue que les autres. Pour moi, le canicross, c'est prendre un chien, enfin c'est prendre un chien. C'est aller courir avec son chien et en traction. Donc avec un harnais, un baudrier, bien évidemment, adapté au chien et ainsi de suite, hein, il y a pas de souci. Fait par des professionnels et puis courir en traction. Donc c'est une manière de courir, hein, particulière. Pourquoi canitrail? Parce qu'à un moment donné, moi 5 kilomètres, ça me suffisait pas et donc je suis passé à 10 et puis à 10, je me dis: «Ah tiens 15, ça me plairait bien» et puis pareil, je rencontre un gars un jour, qui court aussi. Alors c'était quoi? C'était parce que je suis sur Strava comme tout le monde et puis, un jour il y a un mec qui me like, qui m'envoie un coup d'eau et puis il me dit: «Ah tiens, tu fais du canicross, j'ai vu que tu faisais 15 kilomètres, cherche quelqu'un pour faire plus». Et moi je dis: banco, on y va. C'est parti. Voilà, j'ai envie de faire plus et puis lui aussi. Et donc on fait connaissance comme ça et puis du coup, on commence à faire des 15, des 18, on fait un semi. Puis un jour quelqu'un m'a dit: «Un canicross quand tu fais un semi, c'est un canitrail». Je dis: «Si tu veux, moi ça me va». Quelles sont tes fréquences de course? Quelles sont tes fréquences d'entraînement? Là, tu nous as parlé un peu de tes distances, mais Ouais. rentre un peu plus dans les détails. OK. Alors aujourd'hui, je cours moins qu'avant parce que, le ministère me prend plus de temps. Avant, j'étais sur des fréquences à 3 sorties par semaine. Je bossais en horaire décalé, donc ça me permettait, quand je bossais à 14h, de me faire une longue sortie le matin, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Donc ma fréquence avant, ouais, c'était 3 fois par semaine. Je m'entraînais pas, pour faire de la compète. OK. OK? Et j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui pouvait m'entraîner. J'ai pas pris de coach, donc je sais pas ce que c'est que la VO2 max. Je sais pas en faire. Juste je sortais et c'était au plaisir et au feeling. Voilà, moi c'était vraiment ça, c'est comme ça que je pratique ma course. Aujourd'hui, j'en fais un peu moins, donc j'ai du mal à dépasser 10 kilomètres parce que j'ai plus le temps parce qu'il faut quand même, on fait pas une sortie de 15 ou une sortie de 20 comme ça pour le plaisir, ou si on y va au talent, on prend cher après. Donc aujourd'hui, je suis plus sur des 5, 7, j'arrive encore à faire un 10 de temps en temps. Aujourd'hui, ma fréquence, c'est 2 fois par semaine et j'essaie de démarrer ma semaine de boulot, comme le dimanche, c'est ma grosse journée de travail. J'essaie de démarrer ma semaine du lundi, avec une sortie, mais voilà, c'est sortie détente pour s'aérer. Moi, l'idée, c'est de me vider la tête aussi. Ça me sert à ça. C'est de vider le corps, mais de vider la tête. Donc j'y vais au feeling, j'y vais au plaisir. C'est vraiment ça. Et puis une sortie le samedi, pareil pour finir la semaine, tranquillou, avant de rattaquer le gros week-end, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je pratique. J'essaie aussi de faire, j'ai les chiens, hein. Donc si les chiens sont malades, je les sors pas. Et j'avoue que sortir sans mes chiens, j'ai plus l'envie aujourd'hui. Il y a comme un sentiment de trahison, de pas y aller avec mes compagnons, ouais. C'est ça que j'allais te poser comme question. Du coup, maintenant, tu cours que avec tes chiens? Tu fais que du canicross? Ou alors il t'arrive de temps en temps de courir pour toi, perso, tout seul? Alors ça peut m'arriver, mais pour moi, comme je le vis, courir, c'est courir avec eux. D'ailleurs, mon border, là, peut-être on le verra tout à l'heure, je l'ai choisi pour ça. Je l'ai D'accord. choisi dans cet esprit. Comme je disais, après la rencontre avec les chiens et avec cette musheuse, il y a vraiment eu, une découverte, du monde canin, à tel point, c'est que, quand j'ai repris mes études d'éduc, j'ai mon mémoire, je l'ai écrit sur la médiation animale et sur la médiation canine, tu vois? Donc c'était vraiment un truc qui m'a marqué à un moment donné de ma vie dans ma carrière pro et puis pour la suite. Donc j'ai choisi mon chien en fonction de son caractère, en fonction de ses capacités physiques, vraiment en fonction de ce qu'on disait aussi du border, de ce qu'il attendait de la relation avec le maître, tous les avantages et tout ce que certains pourraient considérer comme des inconvénients.
Et l'idée, c'était d'adopter un compagnon de course. Donc, pour moi, c'est impensable pratiquement d'aller courir sans lui. Ça m'arrive quand on fait des sorties avec des amis où on peut pas prendre les chiens, je le fais. Mais au quotidien, non, je préfère me priver d'une course à pied que de partir sans eux. C'est peut-être excessif, mais c'est comme ça que je le vis. Quels sont les sentiments et les émotions que tu partages quand tu pratiques cette activité avec tes animaux? Il y a la dépense physique. Ouais. Le canicross, c'est explosif. J'avais entendu parler de ça, ce qu'on appelle la survitesse. C'est-à-dire que le chien, pas tout le temps, mais à un moment donné, te fait courir au-delà de ce que tu ferais tout seul, parce que quand il a l'envie et qu'il pousse, enfin qu'il tracte plutôt, faut suivre quoi. Donc et puis il y a cette motivation. Quand le chien il a envie, il te motive. Donc ouais, le chien il te tire, il te pousse. Donc le sentiment, c'est pour moi un sentiment de comme je dis de se vider quoi. Voilà, on se vide et on peut se dépasser. On peut se dépasser peut-être à des moments où on n'aurait pas l'envie, pas la niaque pour le faire. Puis moi j'ai un chien qui a la niaque, donc quand lui il veut, je le suis quoi. Donc il y a ça et puis il y a le partage. Le border, alors c'est pas le seul, mais cette race, elle aime être en relation avec le maître. Et le chien, moi je dis toujours, c'est un pote. Ça reste un animal pour moi dans ma conception. Je le considère pas comme mon fils ou je suis pas son père comme certains le disent et je juge pas. Mais moi c'est vraiment un chien. Voilà, c'est un animal. Mais c'est un pote. Il y a vraiment cette notion d'âme sœur. Ça se situe un peu entre les deux. Et on partage des choses vraiment. Il y a une vraie relation entre nous. Et dans le canicross, il y a aussi cette relation. Ça va peut-être faire rigoler, mais on se parle quand même. Et des fois, le chien, il me regarde et il me dit t'y vas ou t'y vas pas quoi. Il y a des fois, le chien, je sens qu'il a pas envie, ou c'est comme si le chien, il sentait que j'avais pas envie. Donc il y a vraiment quelque chose. Quand on faisait des semis, on se calait vraiment sur la même vitesse. Enfin, on bosse pas l'un contre l'autre, on court pas l'un contre l'autre. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, voilà. Et ça, ça fait du bien, c'est sympa. Je trouve que ça permet aussi à la fois de pouvoir compter sur l'autre, un peu, ou sur un autre, et puis on sait que on peut compter sur lui aussi. Voilà, donc sur l'aspect purement sportif, on va dire, en tout cas. Moi, j'aime ça. C'était exactement une de mes questions. C'est est-ce que tu as de la communication, de l'échange? Comment tu fais pour le comprendre? Comment vous communiquez ensemble quand l'un est plus dans la difficulté? Je pense que c'est parce que on se connaît, c'est la relation. Alors c'est marrant parce que du coup, ça va me permettre peut-être de parler de la médiation animale. Tu vois, quand j'ai repris mes études en diplôme d'éduc, t'as un peu de psycho, un peu de psychanalyse. On touche du doigt, on n'est pas des pros. Mais notamment, j'ai découvert ce qu'on appelle les espaces intermédiaires. Alors, je vais pas faire de la psycho, mais il y a un moment donné dans la médiation, pour aller bien dans notre vie, il faut qu'on reste humain, mais il faut que les enjeux de notre humanité, de nos relations, elles tombent. Voilà. Donc, il y a des espaces transitionnels. C'est un gars de Donald Winnicott, Donald, je crois, je sais plus. Bon, tu verras si je me trompe. Ouais, ça marche. Winnicott, ça c'est sûr, qui était un pédopsychiatre et qui disait, il parlait des enfants avec le doudou. C'est un moment donné où on a besoin d'aller bien en étant nulle part, mais en étant là, quoi, sans tomber dans la folie. Et Winnicott, il explique que quand on est adulte, on a besoin de ça. Et il dit, c'est l'art, c'est la musique. Quand on va pas bien, c'est l'alcool, c'est la drogue. Et puis quand on va bien, c'est d'autres choses. La foi, c'est un espace transitionnel. Et puis il expliquait que les animaux pouvaient être ça aussi, quoi. Quand on est en relation avec les animaux, on est à la fois pleinement humain, mais on est en relation pas avec des êtres humains. Donc on est dans un entre-deux. Et dans cet entre-deux, il se passe plein de choses. Et on peut lâcher prise. Voilà. Et donc il y a cette réalité qu'on communique et qui communique avec nous, mais pas comme avec des êtres humains pour moi. Ouais. Voilà. Et donc il faut c'est du non-verbal. Voilà. C'est du regard. Donc avec mon chien, avec Melvin, c'est quoi? C'est parce que je l'ai dressé, parce que on a passé du temps ensemble et que j'ai essayé d'être à son écoute aussi. Voilà, et c'est d'essayer d'apprendre qu'est-ce qu'il veut me dire quand il refuse d'obéir à tel moment, ou quand il tourne la tête d'une telle manière, ou quand il me regarde d'une telle manière. Finalement, par empirisme, on se rend compte que ça veut dire quelque chose. Alors forcément, on l'interprète, je sais pas exactement ce que pense mon chien,
mais j'ai essayé d'interpréter certaines choses et puis les résultats de mon interprétation m'amènent à dire que ça vaut la peine ou pas, que je me suis pas planté. Et donc en course à pied, ça je le mets en pratique. Et ouais, clairement, je dis toujours, j'ai cette anecdote. Tu m'as parlé d'anecdote tout à l'heure là. Un jour, on partait courir. Je m'entraînais là pour un semi chronométré avec mon pote là justement de Canitrail. Et j'étais pas en forme ce jour-là. Ouais, j'étais pas en forme et le chien, il était au taquet lui. Et à un moment donné, il se passe un truc, le chien il se retourne et il me gueule dessus, il m'aboie dessus. Et puis il se remet dans le harnais, et puis il se met comme ça là, et puis moi je suis bas parce que j'ai pas envie ce jour-là. Puis le chien il se retourne et puis il aboie encore. Et je me suis dit tiens mon chien il m'engueule, il est en train de me dire de faire un effort. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé mon cerveau et puis j'ai couru et on a fait une super sortie qui était sympa. Voilà. Est-ce que c'était vraiment ce qui s'était passé ou pas? J'en sais rien. Moi, j'ai voulu croire que mon chien, il était en train de me dire qu'il a envie que je me défonce. Je me suis défoncé. Puis au bout du bout, on a passé un bon moment et je crois que c'est ça qui compte. Comment tu te sens après une séance, justement, physiquement, émotionnellement? Comment ton chien aussi, tu penses qu'il se ressent? Qu'est-ce qu'une bonne séance, selon toi? Une bonne séance, c'est une séance où je me sens bien effectivement. Alors se sentir bien, ouais, ça veut dire plein de choses, hein, on est d'accord. Pour moi, clairement, le canicross, je le pratique pour l'explosivité. Donc ça fait partie d'une des raisons pour laquelle j'aime ce sport. Donc une séance où j'ai pas lu ça, j'ai l'impression qu'elle a pas été bonne. Après, il faut accepter qu'on peut pas être au taquet tout le temps. Et puis il faut accepter que le chien soit pas au taquet tout le temps. Il y a eu des fois, c'est le chien qui avait pas envie, ou du moins qui a pas donné ce qu'il donne d'habitude, tu vois? Et là, il faut que j'accepte que c'est pas une mauvaise séance parce qu'on est 2 à courir. Et puis c'est pas un objet, hein, c'est si je veux une séance explosive, je m'achète un vélo et puis je mets un moteur électrique dedans et puis voilà. Et là, c'est un animal, c'est un être vivant. Donc une bonne séance, c'est oui, d'abord quand j'ai la possibilité d'avoir ce côté explosif, mais c'est une séance où j'ai pris du plaisir aussi. Alors prendre du plaisir, c'est accepter, à 47 ans, on a plus 20 ans, on mûrit peut-être un peu, c'est d'accepter que si c'est pas explosif, elle a pu être bonne autrement. Donc j'essaie aussi de gérer cette frustration qu'il peut y avoir et puis d'essayer d'anticiper peut-être, pendant la séance ou au début de la séance, me dire: peut-être aujourd'hui ça va pas être une séance, à fond. Elle va pas être au taquet celle-là parce que je suis pas là, parce que j'ai les jambes, j'ai pas envie de me blesser, parce que le chien, je sens qu'il a pas envie, et puis de me donner le droit, puis de donner le droit à mes chiens de juste profiter de la sortie, de la balade, d'être dehors, voilà, et de me dire: la course à pied, du coup, elle devient peut-être accessoire. Parce que comme j'ai dit, hein, pour moi, dans le canicross, il y a le côté sportif, mais il y a la relation. Et je crois qu'il faut pas que j'oublie la relation. Et des fois, ça m'est arrivé de gueuler après mon chien parce que il me fait un stop pipi où il y a une odeur. Et puis de me dire après, mais qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, voilà. Donc j'essaie de veiller à ça. Donc une bonne sortie, c'est ça. C'est si je peux une sortie où je me suis défoncé, mais c'est une sortie où j'ai profité parce que, comme j'ai dit, c'est quand même de découvrir. Voilà. Et puis c'est peut-être de se dire, je fais toujours le même tour là. Peut-être aujourd'hui, je vais partir un peu à l'aventure ou je vais faire une autre séance, une autre sortie, et puis juste profiter d'être dehors avec mon chien. Voilà, de pas être toujours dans le comme ça, la course, quoi. Est-ce que le canicross t'a rendu meilleur? Je parle techniquement, c'est-à-dire que là, tout à l'heure, tu disais, ton chien, il te motive, ton chien, il te traque, c'est explosif. Peut-être que quand on court seul, tu vas se dire: «Oh, bon allez, je vais ralentir un peu ou autre». Est-ce que tu penses que ça te rend meilleur? Je pense que oui, parce que c'est comme de sortir avec quelqu'un. Quand on court tout seul, la course à pied, de toute façon, c'est se battre un peu contre soi-même, hein. Je crois que tout le monde dira ça. Il y a toujours ce moment où on n'a pas envie, ce moment où il faut se botter les fesses, ce moment où on coupe le cerveau, quoi. Quand on est tout seul, faut la niaque, pour le faire, puis des fois on n'a pas envie, puis des fois ça peut être fatigant. Je sais pas, il suffit qu'on soit dans une période, tu pas le moral, c'est fatigué, bref. Quand on part à 2, tout de suite, on s'automotive mutuellement. Oui, le chien me donne ça tout le temps. Voilà, pas comme un homme, mais il me le donne quand même plus que par moi-même. Donc oui, je pense il m'a permis de progresser. Et puis dans cette idée aussi de suivre son rythme quand il a envie, je sens bien que je cours plus vite que quand je suis tout seul. D'ailleurs, les chronos parlent d'eux-mêmes. Il suffit juste de regarder la montre à la fin de la sortie, et quand je suis tout seul ou quand je suis avec eux, je fais toujours mieux avec eux que quand je suis tout seul. Donc oui, je pense que c'est le cas. Après, comme je t'ai dit, moi, j'ai jamais, j'ai
pas fait partie d'un club, Mmh. j'ai pas d'entraîneur. Donc à ce niveau-là, quelqu'un qui est un vrai coach ou quelqu'un qui voilà, forcément il y répondrait mieux que moi. Ou il irait plus loin que moi. Mais oui, il y a forcément des éléments. J'ai vu mon matos aussi. Peut-être tu as parlé de matos pareil en introduction, peut-être on en parlera, mais mon matos aussi, le matos fait énormément, notamment les chaussures. Ouais, on peut en parler, hein, si tu Ouais. veux. Quel matériel tu utilises? Quels conseils aussi tu peux donner à ceux qui nous écoutent, qui souhaitent, voilà, se mettre à courir avec leur chien? OK. Alors le premier conseil, je vais enfoncer une porte ouverte, faut une bonne paire de baskets. Et une bonne paire de baskets, celle qui sera bonne pour moi, elle sera pas bonne pour toi, quoi. Ça, je crois que c'est un grand classique. Donc il faut trouver vraiment une bonne paire de baskets, hein, les chaussures premier prix, alors quand on démarre, qu'on fait des petites distances et compagnie, oui. Mais après, quand même, il faut des chaussures qui soient confortables et si on n'est pas entraîné, bien amorties parce que le canicross, c'est violent, quoi. Ça pousse et puis, le chien, on fait des enjambées plus grandes. Quand on est en descente, on est en survitesse donc ça tape. Donc je pense qu'il faut un amorti quand même de qualité. Alors après, c'est pareil, ça veut tout dire et rien dire. Moi, j'aime courir en minimaliste. Ouais. Je sais pas si tu as entendu parler de la course minimaliste. Donc déjà, je cours en 0 drop depuis des années. Donc 0 drop, c'est quand tu as la même épaisseur, de semelle sur le bout des pieds que sur l'arrière, hein. Voilà, peut-être que tu connais aussi ou que ceux qui regardent les connaissent. Donc moi, je cours en 0 drop. Donc je cours, on peut donner les marques de chaussures Oui, oui, ouais. vas-y, vas-y. Donc je cours avec Altra. C'est pas les seuls qu'on font, mais j'aime bien Altra parce qu'ils ont une vraie gamme de 0 drop, à la fois en chaussures de running route et en chaussures de trail et que tu as différentes épaisseurs et différents cramponnages. Voilà. J'ai du coup différentes chaussures avec différentes épaisseurs. Voilà. OK. Différents cramponnages aussi et je cours en Vibram, en 5 finger. Donc et là aussi, ça dépend de ce que tu veux. Quand je partais en semi, je partais pas avec mes 5 parce que, là, j'ai vraiment 2 millimètres, et je suis vraiment sur la pointe des pieds, donc en semi, forcément, tu fatigues. Quand tu mets un coup de talon sur un caillou, avec 2 millimètres, de d'épaisseur, ben, forcément, ça sanctionne, quoi. Donc là, je partais avec des chaussures un peu plus épaisses. Donc voilà, donc il faut trouver la chaussure qu'on aime. Tout le monde aime pas le 0 drop. Il y en a qui vont courir avec des drops de 10, où on est vraiment comme ça et ils vont être bien. Et puis il y en a d'autres, qui vont vouloir des drops de 4 et puis ils vont dire: «Le drop de 4, c'est l'idéal, Brooks, c'est meilleur. Non, moi, je suis Saucony, moi, je suis Reebok». Enfin, je crois il faut essayer plusieurs marques, plusieurs modèles. Maintenant, il y a des boutiques, qui font ça, hein. Alors peut-être pas dans le Lot-et-Garonne, mais sur la région parisienne, toulousaine, enfin dans les grandes agglos, il y a plein de boutiques maintenant. Ils ont même des tapis de course, pour vous aider à choisir les chaussures. Pour moi, le conseil, donc pour nous, c'est une bonne paire de pompes. Je crois que après, le sac d'hydratation ou pas, tout ça, c'est du confort, mais l'essentiel, c'est une bonne paire de chaussures. Quels sont justement les autres accessoires que tu peux avoir? Il faut un bon harnais pour ton chien. Ça, c'est indispensable, et un harnais fait par des professionnels. Voilà, avec des formes adaptées à la morpho du chien et compagnie. Donc là aussi, il faut prendre conseil, hein. Donc ça, c'est le harnais qu'on met sur le chien, Voilà, pour c'est le bien harnais qu'on met expliquer. sur le chien. C'est ce qu'on enfile, ou qu'on règle autour de lui et c'est ce qui va le rattacher à toi. Voilà. Et puis après, bah, nous, on a besoin d'un baudrier. Voilà, là aussi, il y a plusieurs types, de baudriers et entre les 2, bah, il y a une longe élastique. Je reviens, sur le harnais pour bien comprendre. On Ouais. court pas avec un collier. On court pas avec un collier, on court pas avec, un K9. Ah, faut vraiment, quelque chose qui le prenne bien le long du torse, qui vienne pas l'étouffer, qui vienne pas lui casser les épaules. Voilà, bon, ça, c'est des conseils qu'on trouve bien, hein, sur internet, hein. Tout ça, moi, je l'ai appris en lisant ce qui se fait, hein. Et puis il y a des boutiques, qui donnent des très, très bons conseils aussi. Donc oui, il faut, le harnais, c'est ce que le chien y porte. C'est l'équivalent de ta paire de chaussures à toi. C'est ce qui va faire son confort, c'est ce qui va faire que tu le blesses pas, que tu l'irrites pas et c'est ça qui va faire qu'il va aussi avoir envie de refaire une sortie avec toi. La laisse après, ce sont des, laisses, Ouais, c'est ce spéciales? qu'on appelle, enfin, on voit plutôt le terme de longe. Donc c'est une laisse, qui, alors aujourd'hui, comment on appelle ça? A priori, en compétition, les normes, elles ont évolué. Avant, tu avais, un mousqueton pour toi, un mousqueton pour le chien. Maintenant, tu as pas de mousqueton. OK. C'est un système de nœuds sans fin, que tu accroches sur le chien, pour éviter que quand ça claque, le chien, il se prenne. D'ailleurs, c'est sur toi que tu as le nœud sans fin et c'est le chien qui a le mousqueton.
que des fois les mousquetons ils pétaient. Donc c'est pour éviter que le chien il se prenne la longe en tension avec le mousqueton. Donc t'as des longes spéciales, effectivement, élastiques. Voilà. Et là t'as plusieurs longueurs, plusieurs élasticités, mais grosso modo t'as des normes de course à pied maintenant, mais tu trouves un peu de tout. Hein. Si tu prends une longe pour le mushing, une longe pour la canitronitinette ou le cani VTT ou pour le canicross, ça va pas être la même longueur, quoi. Voilà. C'est quelle distance justement sur le canicross à peu près? Je te dirais des bêtises, mais je crois que c'est un 70. Non, mais je veux dire, c'est pas 5 mètres. Non, Voilà, c'est quelque chose d'assez court. Ouais, quand même c'est quelque pour chose être, d'assez court parce que t'es assez proche contact. de ton chien. Et puis après, c'est plutôt en VTT ou en canitrot que c'est plus long parce que t'as la distance de freinage. Aussi, le chien change de direction devant toi. Il faut que tu t'entonnes pas avec ton VTT ou avec ta trotte, quoi. Tu as également d'autres accessoires? Donc le baudrier. Ok, baudrier ou ceinture. Là aussi, donc c'est une ceinture que tu mets là et puis avec un bout de ficelle, hop, qui te rattache. Moi, j'utilise le baudrier, c'est plus confortable que la ceinture. Quand il y a des à-coups, tu prends pas les à-coups dans les reins. Donc là aussi, hein, t'as pas mal de choses qui ont été développées. Moi, j'ai le même baudrier. Melvin a 10 ans. On est rentré en course à pied, il avait 2 ans. Ça fait 8 ans que j'ai le même baudrier. Je me suis pas intéressé au matos. Je suis sûr qu'entre mon matos que j'ai acheté il y a 8 ans et le matos d'aujourd'hui, il y a un monde parce que c'est un sport qui s'est considérablement développé ces dernières années, quoi. Maintenant, il y a des chaussettes techniques entre la chaussette en coton de base et les chaussettes techniques. J'ai vu vraiment un confort, une chaussette plus près du pied. Maintenant, il y a même des chaussettes avec des renforts et des élasticités pour faire un peu de compression ou pas. Ça, je sais pas vraiment quelle est la véritable utilité physiologique des shorts ou des chaussettes de compression, mais il y a tout un tas de choses. En tout cas, une chaussette ajustée avec, je dirais, un tissu, coton ou autre qui est pensé pour. En tant qu'utilisateur, je vois la différence entre ma chaussette premier prix et la chaussette spécial running que j'achète. Je vois le confort. Donc oui, je connais moins. Je me suis pas plus intéressé que ça. Autant la question du minimalisme ou du zéro drop, j'ai été lire énormément là-dessus. Autant pour ce qui est chaussettes, je me suis pas plus intéressé, si ce n'est que je vois bien la différence entre ma chaussette de tous les jours, si jamais pour aller faire mon SMI, ou la chaussette spéciale. J'ai pas les pieds dans le même état à l'arrivée. Ouais. En tous les cas, on a le sponsor qui est la Chaussette de France sur cette vidéo. On les remercie encore. Tous les liens sont dans la description. Donc, si jamais vous souhaitez voir différents modèles pour l'outdoor ou pour le running, n'hésitez pas, c'est dans la description. Quels sont les dangers que tu as pu avoir? Est-ce que tu as eu des situations un peu dangereuses quand tu as pratiqué le canicross? Alors, dangereuse à proprement parler, non. Il faut prendre en considération ce que je disais, la question de la survitesse. Quand le chien il te tracte, il t'emmène toujours plus vite que ce que tu vas d'habitude. Donc forcément, quand il y a un obstacle, de quelque nature que ce soit, t'es obligé d'anticiper les choses. Parce que tu t'arrêtes pas de la même manière. Et puis si toi tu veux t'arrêter mais que le chien n'a pas mis l'obstacle, lui il s'arrête pas, donc il t'emmène. Donc j'ai pris quelques gadins, hein, j'ai pris quelques belles gamelles. Faut prendre en considération la question de l'adhérence en trail, surtout en trail, hein, et à plus forte raison avec un chien. Donc pour l'hiver, le Lot-et-Garonne c'est bien l'été, mais l'hiver ça pleut, hein, et ça glisse plus que la Picardie, hein, contre toute attente, parce qu'en Picardie il y a pas mal de caillasses sous la boue. Ici il y en a pas. Donc j'ai pris quelques belles gamelles dans des changements dans des changements de direction ou autre. Donc ouais, faut faire attention à ça. Tu t'es blessé déjà? Jamais vraiment blessé. Non, pas. J'ai la chance de jamais m'être blessé. Alors la pratique du judo, ça doit aider. J'ai appris à tomber. T'as appris à tomber? Alors j'ai appris à chuter. Je me suis déjà vu faire des belles glissades et retrouver comme si j'étais sur le tatami, l'épaule en avant, on tape au sol. Non, j'ai la chance de m'être jamais blessé. Mais c'est que la chance, hein, ça aurait pu m'arriver. Une mauvaise glissade, pied en trail, forcément, c'est dans les bois. Donc une mauvaise direction, on peut se prendre un arbre à pleine vitesse, quoi. Ça arrive pas sur une voie verte. C'est sûr. Donc je pense que les seuls vrais dangers, c'est plutôt ça, c'est la survitesse et l'adhérence. En tout cas en cani-trail, en canicross aussi. On pourrait dire forcément, si on est avec un chien et que on court là où il y a d'autres personnes, faut gérer
les autres gens avec son chien. Je me rappelle, quand j'étais à Beauvais en Picardie, il pouvait m'arriver de courir en ville où on a le plan d'eau du Canada en Picardie où il y a pas mal de monde. Donc faut gérer les autres, faut peut-être gérer les autres chiens aussi, voilà. Mais je pense que c'est pas un danger à proprement parler, c'est plus une chose à prendre en considération. Est-ce qu'on peut courir sur du bitume? À tous ceux qui courent en centre-ville avec des chiens, est-ce qu'on peut le faire? Et est-ce qu'on peut aussi participer à des compétitions avec son chien sur du trail, etc. Mmh. Ou alors c'est très différent? J'ai envie de te dire oui et non. Oui, on peut courir sur du bitume. Après, faut faire attention l'été parce que le bitume, ça chauffe et les chiens, ils ont pas de basket. Donc, j'ai déjà vu des posts passer, sur différents réseaux ou autres, de gens, qui disaient, «Faites attention, allez pas brûler les coussinets de votre chien». Ouais, c'est clair, hein, ça peut arriver. Alors en trail, ils peuvent se couper, sur un caillou ou autre, mais enfin, ils ont l'habitude. Mais la chaleur, ouais, faut faire gaffe avec le bitume. Donc l'hiver, oui, sans problème. Après, le bitume, moi, j'aime pas parce que, ça tabasse le dos, ça tabasse les genoux et forcément, l'animal, il a les mêmes contraintes que nous. Donc je pense qu'il faut adapter comme tout, hein, faut adapter sa course, à son chien, à la morpho du chien, à la santé du chien. Ça va forcément avec la race du chien, hein. On court pas de la même manière, avec un molossoïde, qu'avec un berger, hein, ça c'est clair. Et puis adapter, ouais, l'été, le bitume, je le déconseille autant pour nous et encore plus pour eux. Après tu me demandais aussi, les courses. Si on pouvait participer Ouais. avec son Ouais. chien à certaines courses. Alors il y a des courses de canicross, hein, organisées. Là, c'est spécifique au canicross. Spécifique canicross. Moi, je conseille de faire. Il y a une ambiance extraordinaire. C'est comme ça que j'ai fait connaissance avec certains coureurs. Il y a plein de chiens Il y a partout. plein de chiens partout. C'est bruyant, hein. 200 chiens en excitation juste avant le départ, ça aboie non-stop. C'est même pas la peine d'espérer les faire se taire. Et puis, c'est comme dans tout, la course à pied, tu te fais porter par l'ambiance, et les chiens, on sent qu'ils sont galvanisés par les autres. J'ai jamais fait d'aussi bon temps, que sur des courses comme ça. J'ai pas eu l'occasion d'en faire beaucoup parce que souvent les courses c'est le dimanche. Et moi le dimanche c'est ma journée de boulot. Mais j'en ai fait quelques-unes en nocturne, notamment, souvent les courses hors dimanche, elles se font en nocturne. Et alors là, l'ambiance elle est encore plus particulière, quoi. Courir avec son chien au milieu des autres à la frontale, moi je trouve ça extraordinaire. Donc ouais, ça existe. J'ai eu la chance de m'aligner sur des trails classiques, avec mon chien. OK. Ouais, là aussi, j'en ai pas fait ici dans Lot-et-Garonne, mais en Picardie, j'ai eu l'occasion d'en faire quelques-uns. Pour ceux qui connaissent le trail des Lucioles, entre autres, ou comment il s'appelait, la 14-18 à Senlis, qui était un trail assez sympathique. Et les organisateurs m'ont autorisé à plusieurs reprises à m'aligner avec mon chien. Je faisais pas partie du classement, j'étais hors classement. C'est-à-dire que partais du principe que comme je m'alignais avec un chien, à catégorie égale, mon temps était forcément aidé par rapport aux autres. Donc, voilà, si je voulais faire un classement, compagnie, c'était mort, quoi. Mais j'étais pas là pour ça, donc ça m'allait très bien. Donc ouais, j'ai pu m'aligner à plusieurs reprises et j'étais pas le seul. Je me suis retrouvé sur le trail des Lucioles ou la 14-18. On était plusieurs trailers avec leurs chiens. Donc c'était sympa. Il y avait 2 courses dans la course. Je me souviens d'un gars avec un malamute et on s'est chassés mutuellement pendant tout le trail, quoi. Voilà. Donc et les gens étaient plutôt contents de ça. On se faisait chambrer, ouais, les gars, vous trichez, les chiens, vous êtes dans la montée, puis ils nous voyaient en descendre comme ça. Donc, mais il y avait vraiment une bonne ambiance. Je me souviens de ça. Et puis ouais, 2 courses dans la course, quoi. Voilà, j'ai fait la course avec le gars en malamute pendant les 22 kilomètres, enfin les 21 kilomètres. C'était sympa. Donc, est-ce que ça se fait encore? Depuis 5 ans, j'ai pas eu l'occasion de m'aligner. Je vois pas pourquoi ça se ferait pas. Voilà, mon chien était vacciné, j'avais certifié que j'avais tous les vaccins obligatoires. Et puis, je m'étais engagé à la gentillesse de mon chien avec les autres participants et ça n'a pas posé de problème. On a fait l'interview d'un éleveur de chevaux de course et il nous disait en fait que le cheval justement cherchait à se dépasser, cherchait à gagner. Ouais. Est-ce que tu sens la même chose pour ton chien? Là, tu me parlais de course, où ça se tire la bourre. Est-ce qu'il cherche à gagner, à être meilleur que les autres? Ouais. Alors Melvin, ouais. Est-ce que c'est parce que c'est un chien, parce que c'est un border ou parce que c'est Melvin? Je saurais pas le dire, mais lui, il a ça, quoi. Il a ça et c'est même rigolo parce que même quand je vais faire, des fois, je sors avec des amis, eux en VTT, moi en course.
Dès que mon pote en VTT, il se rapproche de moi, le chien, il en remet un coup dans le harnais, quoi. Il a vraiment la gagne. C'est fou. Et j'aime ça chez lui, quoi. Voilà, parce que bon, j'ai pas vraiment la gagne, mais j'ai la niaque et j'aime bien. Et il a ça. Mon pote là, de trail avec qui je courais, Geoffrey, je sais pas s'il regarde la chaîne, je vais l'appeler puis je vais lui dire de la regarder. Ouais, Geoffrey, carrément. il me le disait quand on partait en semi, Melvin, il pouvait nous recoller une axelle au 18e kilomètre, quoi. Et il était terrible pour ça. Il suffisait qu'il y ait un bruit, qu'il y ait une odeur, il suffisait qu'on lui dise allez vas-y, et le chien blam, il se remettait dans le harnais, il nous éclatait les cuisses au 18e kilomètre, et nous on aimait ça. Donc ouais, ils ont la gagne les chiens. Pareil sur le canicross que j'ai fait en compète. Je sentais qu'à chaque fois il y avait, on part tous en décalé, puis on se retrouve, on se double, et à chaque fois qu'il y avait soit quelqu'un qui nous rattrapait, soit qu'on rattrapait quelqu'un, je sentais vraiment que le chien il en remettait un. Tu lui parles, tu l'encourages. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dis? Alors déjà, je lui donne les distances, droite, gauche. Ça se fait en canicross. Et puis, Melvin, c'est un border, donc droite, gauche, ça fait partie des choses qu'il connaît, qui font partie de son instinct, de sa race. Donc, il y a le droite-gauche, il y a le stop, il y a le doux, et puis il y a le go, le vas-y. Alors après, ça c'est propre à chacun, hein. Mais en gros, quand je pousse, lui lance, vas-y. Bon, le chien il sent qu'il faut y aller, quoi. Et il accélère. Et il accélère. Il envoie. Et il accélère. Là aussi, il faut doser, quoi. Quand je sens que le chien il a pas envie, si moi je veux le pousser, il faut que j'accepte que non. Mais quand il a envie, ouais, on s'encourage. Et puis je lui parle. Enfin, je le félicite. C'est bien les chiens quand on est dans une côte et que je l'encourage. C'est ouais, les chiens, c'est bien, allez-y. Enfin, moi, je trouve que c'est ça aussi la relation. Et je crois qu'il y a ce truc entre nous. Quand il fait une bêtise, que je lui fais les gros yeux, que je lui dis non et que j'élève la voix, il sait ce que c'est. Donc quand c'est bien, je crois que c'est ça qui nourrit notre relation aussi, et cette réelle affection mutuelle qu'il y a entre nous, c'est lui dire c'est bien mon chien, c'est cool, merci, voilà, moi je le fais. Tout à l'heure, on les fera rentrer, on va les présenter, on les montrera à la caméra, tu nous en parleras encore plus en détail. Ouais. Est-ce qu'il y a des races spécifiques pour courir justement, ou alors tout le monde peut courir avec son chien? Les deux. Il y a des races qui sont plus adaptées que d'autres. Effectivement, un border, un Grester. Alors non, je dis des bêtises, je vais plus loin. En fait, des chiens, des races classiques qui sont naturellement déjà des races qui courent sont adaptées à ça. Des races qui ont de l'énergie et qui ont la physionomie. Oui, alors je vais pas toutes les citer parce que je risquerais de dire des bêtises. Et il y a des puristes qui diraient peut-être ah non, il raconte n'importe quoi. Peut-être que sur les commentaires ça va se battre. Mais des chiens qui naturellement sont des chiens qui ont de l'énergie et qui sont faits pour courir de par leur sélection dans la race, ils sont adaptés au canicross. Après, si tu as envie d'aller courir avec ton petit chien et que tu t'adaptes ta sortie et ta course à pied à la morpho du chien, enfin je suis pas choqué. Bon, j'irai pas courir avec un basset. Oui, on est d'accord. Mais c'est plus pour l'animal que pour moi. Après, ouais, il y a des races. Alors, j'ai parlé du Grester là. Il y a des races ou l'Eurohound, je crois, de mémoire, qui ont été créées spécialement pour ça. Alors, je crois qu'il y a un croisement avec le braque allemand de mémoire. Je crois que le Grester, c'est un croisement avec le braque. Là aussi, vous irez voir dans les commentaires. Je vais pas faire ton boulot, mais et puis vous irez corriger le profane que je suis encore. Les chiens, forcément, les huskies dérivés qui sont naturellement des chiens qui sont faits pour courir sont particulièrement adaptés. Je sais qu'un temps, le braque allemand était un peu à la mode parce que puissant et plein d'énergie. Alors forcément, ça envoie. On a un champion du monde en France, un Français qui est champion du monde de canitrail et à plusieurs reprises, dont j'ai perdu le nom. Canicross, pardon, dont j'ai perdu le nom là. Et qui court, je crois, avec une de ces races. Je sais pas si c'est un Eurohound ou un Grester ou autre. Enfin voilà, pareil, tu pourras aller dans les commentaires ou après le cut d'aller corriger tout ça. Donc ouais, il y a des races qui sont vraiment spécialement faites pour ça, très clairement. Après moi, alors là aussi, il y a la compète et il y a le plaisir. Si tu choisis un chien pour la compète, tu choisis un chien pour la compète. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est partager ce temps-là avec mon chien. Je l'ai pas choisi pour la compète, je l'ai choisi pour aller courir avec lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir un pote de course, quoi. Voilà. Et c'est mon pote au quotidien, et c'est mon pote pour aller courir. Comme l'a dit Rémi, on vous invite à commenter cette vidéo. Si vous pratiquez le canicross, quel type de chien vous avez. N'hésitez pas, on lira tous vos commentaires. Est-ce que tu as un petit rituel avant chaque sortie? Il y a le rituel de l'équipement. Ouais. Ouais. Alors,
Ce qui est assez surprenant, enfin ou pas d'ailleurs, en tout cas qui est remarquable, on va dire, ou enfin, je sais pas comment le dire, c'est que le chien, il sait quand je vais courir. Je peux pas enfiler, il connaît même mon équipement de course à pied. Je fais un peu, alors je vais à la salle avec mon fiston, on se fait une petite soirée muscu ensemble. Je peux enfiler mon short pour la muscu, c'est pas mon short de course à pied. Le chien, il le sait, quoi. J'enfile le short de muscu, je prends mes t-shirts que je prends pour aller à la salle ou les baskets pour aller à la salle, le chien, il me bouge pas, il sait qu'il va rester là. Mes t-shirts de course à pied, mes shorts de course à pied, il les connaît, quoi. Donc je peux pas toucher même à mes baskets, même pour les nettoyer. Le chien, il se fait aboyer comme pas possible. Donc ouais, il y a des rituels. Le chien, il connaît le matos. Il connaît le matos. Dès que je commence à préparer le matos, que ce soit les sacs, les chaussures, que ce soit pour aller marcher, pour aller courir, les chiens, ils sont en garde à vous, ils aboient comme pas possible. Donc, et puis ensuite, ensuite c'est ça. Donc premier rituel, c'est quand je me prépare, les chiens, ils sont autour de moi, ils aboient, en mode tu nous emmènes, quoi, tu nous laisses pas. Si j'ai le malheur d'aller courir sans eux, je me rappelle quand il y a des fois j'allais courir avec un de mes collègues, on courait le matin avant d'embaucher, quand on embauchait en décalé. Je devais faire mon sac la veille, le soir, planqué. Oui. Genre, je vais vous tromper, quoi. Je me planque parce que je vais vous faire une infidélité. Sinon les chiens ils aboyaient comme des godins, quoi. Donc il y a ça. Donc ouais, ce petit rituel. Et moi je l'aime bien, quoi, parce que puis ils savent le lundi matin, ils savent que le lundi matin c'est pas la balade, c'est la course. Donc les chiens ils me tournent autour, pas comme d'habitude. Ils sont insistants, ils me collent, ils me regardent. Donc voilà. Et puis après c'est toute la prépa. Donc moi je vais m'équiper, j'enfile mes baskets, j'enfile mon baudrier. Et puis, je les équipe, je leur mets le harnais, et puis on y va. Donc les chiens, ils savent. Donc il y a toute cette mise en place, et j'aime bien. Quel est ton terrain préféré? Quelles sont tes conditions préférées? Mon terrain préféré, c'est la forêt. Non, mais je veux dire, tu sais, ça peut être des chemins, ou vraiment, de la forêt, Ouais. ou Les chemins de forêt. de la boue. La boue me fait pas peur. J'aime la boue, ouais. Pas plus qu'autre chose. Non, c'est vraiment le chemin forestier, dans l'état dans lequel il se trouve. Voilà. Même les grands chemins ouverts, c'est pas ce que j'aime. Moi, j'aime le petit chemin, ce qu'on appelle les singles en course, quoi, où on est vraiment comme ça, et où il y a pas de place pour se retourner, où on peut pas se doubler quand on est à plusieurs, quoi. Donc c'est la forêt, plutôt le petit chemin vraiment fermé. J'aime le trail, donc j'aime quand ça monte. T'aimes ça, l'effort? Vraiment, c'est quelque chose que tu vas rechercher, l'explosivité, Ah, c'est ça. l'effort. C'est pour ça que je le fais. Avant, je faisais du badminton. Le badminton, ce que j'aime, c'est l'explosivité du bad aussi, tu vois. Donc, dans ma pratique sportive, alors j'aime la rando, hein. Quand je vais en rando, j'y vais pour la cool. Mais quand je vais courir, ce que j'aime dans le trail, c'est ça. Ce que j'aime dans le canicross, c'est cette explosivité. Donc j'aime les montées, quoi. J'aime les montées, pouvoir se mettre dans le rouge. La descente, j'aime bien la survitesse, mais il y a beaucoup, on en a parlé tout à l'heure, un peu, le danger, perdre un appui en montée, ça pardonne, quoi. Perdre un appui en descente avec le chien qui est devant, lancé à 30 km/h, ça pardonne pas, quoi. Donc j'aime ça. Voilà. Moi, ma sortie préférée, c'est la sortie en colline, en montagne, en forêt. Et même en forêt, faut pas qu'elle soit plate, ma forêt. C'est pas pour rien que j'aime la forêt de Fontainebleau, hein, plutôt que la forêt d'Orléans, même si elle est belle, hein. C'est que ça crapahute, quoi. Voilà. Ouais, ça c'est ma sortie préférée, c'est celle-là. Quel lien tu as avec tes chiens en dehors du sport? Et est-ce que tu penses que justement, et je pense que tu vas dire oui, que le sport, ça a renforcé ton lien avec tes animaux? Oui, forcément, ouais. Alors mon lien, déjà peut-être, je sais pas si ça va s'entendre, mais on les a entendus aboyer quasiment pendant en arrière-plan. Donc mes chiens, ils sont avec moi tout le temps. Je les ai choisis pour ça, j'ai choisi la race pour ça. Le border, le bouvier, peut-être qu'on racontera l'anecdote du bouvier tout à l'heure. Oui, tu peux y aller maintenant, si tu veux, hein. Parce qu'on en avait parlé aussi, hein, t'as vu, je suis sympa, Ouais, je te lance, c'est impeccable. Le bouvier, je l'ai trouvé sur le bord de la route, en plein Covid 2020, quand on n'avait pas le droit de sortir trop tard. Voilà, couvre-feu 20h, je rentrais d'une de mes réunions à l'église, et sur le bord de la route, 2 jours avant Noël, je vois une boule de poil qui passe devant, que j'ai failli écraser. Puis du coup, je me dis: «Ah, je rentre, quoi», et puis il m'a dit: «Bah non, c'est un chien, si moi j'ai failli le taper,
prochain virage, la probabilité qu'il se fasse renverser, elle est énorme. Si demain, je prends la voiture et que je vois le chien que j'ai croisé renversé, je m'en voudrais. Donc, je m'arrête, je fais demi-tour, tant pis, je suis à la bourre. Enfin, les flics dans Lot-et-Garonne, Ouais. à 20h, le 21 décembre, au beau milieu de nulle part, j'aurais payé mon amende, mais je craignais trop rien. Du coup, je fais demi-tour, et puis là, je vois que c'est un chiot, en fait, donc je le charge. Et puis, ben, je fais le lendemain les démarches, j'appelle la mairie pour ceci, pour cela. J'appelle les vétos du coin pour savoir à qui il est. Enfin voilà, je lance le plan hors sec, type chien.nu.org, Facebook et tout le team. Et en fait, le chien, il a personne. Il a personne. Je suis assez surpris parce que c'est un bouvier, c'est plutôt des chiens qui coûtent de l'argent, hein, pure race. Et puis là, j'ai remarqué quand même, on en parlait pareil tout à l'heure, que il a une couleur qui est la couleur du berger australien, quoi. Le gris que tu peux trouver sur le berger australien. Donc comme ça, je dis à ma femme, bah, ça se trouve ce chien, c'est un chien qui est croisé et il est pas vendable, quoi. Donc voilà, se passe 3-4 jours. Les contacts que je prends nous disent que le chien, bah, dans 10 jours, il nous appartient. Et pour la petite histoire, ma femme, elle voulait un bouvier. Elle voulait un bouvier, et puis moi je dis, écoute ma chérie, le bouvier c'est bien, mais pour aller courir ça vaut rien. Donc quand je serai à la retraite et que je pourrai plus courir, je te prendrai ton bouvier près de toi. C'est un chien qui est fusionnel, le bouvier, qui est réputé pour avoir ce caractère-là. Et donc ouais, le petit conte de Noël, quoi. Voilà. Et finalement, au bout de quelques jours, personne ne réclame le chien. Et le chien, de toute façon, je l'avais mis au sous-sol pour éviter de nous attacher, mais tout le monde le voulait déjà, il avait déjà un nom. Et voilà, le 31 décembre, il nous appartenait, donc le chien est entré dans la famille comme ça. C'est vraiment sympa comme Oui, c'est manière top. d'adopter un chien. Et ce chien est vraiment devenu fusionnel avec moi. Voilà. Je pense que c'est son caractère, le fait qu'on l'ait trouvé, qu'on l'ait sauvé, ça dit peut-être quelque chose de ça. Du coup, les chiens sont tout le temps là. Donc oui, en plus de la course à pied, alors comme il est croisé, ce bouvier, avec un berger australien, il a le caractère du bouvier, mais il a l'énergie de l'australien, ce qui fait qu'il va courir avec moi. Je ferai pas des semis avec lui, hein. Oui, c'est du plaisir. Ouais, c'est du plaisir, 5-6 kilomètres sur mes petites courses à pied du lundi matin, le chien, il les fait. Et puis il est là aussi, hein. Interdit de partir sans lui, hein. C'est comme pour les border, interdit de partir sans lui. Donc j'ai cette relation vraiment au quotidien avec eux. Voilà. Ils sont tout le temps là, on est ensemble. Et puis, bah, on vit avec eux. On sait, hein, quand on part en vacances, on part pas en vacances sans eux, hein. Voilà. Donc la course à pied, c'est que la continuité de la relation que j'entretiens avec eux au quotidien. J'ai un petit jeu pour toi, si tu veux. J'ai une liste d'objets et on va essayer de deviner quel objet tu préfères parmi cette liste d'objets. Donc, je vais t'en proposer 2 et on gardera celui que tu préfères du coup avec le suivant. Tu préfères quoi entre le harnais de traction ou la frontale? Ah bah, le harnais de traction. Et même aller courir de nuit sur la frontale, c'est fun. Le harnais de traction ou un t-shirt technique? Le harnais de traction. Le harnais de traction ou le kit premier secours? Justement, on en a pas trop parlé. Est-ce Ouais. que tu as des choses comme ça que tu prends avec toi quand tu cours? Alors, harnais de traction plutôt que le kit de premier secours. Ok. Mais ouais, dans mon sac, dans mon sac d'hydratation, il y a un kit de premier secours. Harnais de traction ou montre connectée? Harnais de traction. Harnais de traction ou longe de traction? Tu peux pas avoir l'un sans l'autre. Je suis obligé de choisir. C'est ça. Ouais. Ben, honnêtement, je sais pas quoi te répondre parce que la longe sans le harnais ne sert à rien. Et même courir en canicross, on l'a dit avec le collier, forbidden, quoi. C'est Ouais, interdit. voilà. C'est Alors, c'est interdit. Ouais. harnais de traction. On va intégrer du coup la longe comme ça. Je t'en fais cadeau. Ouais. Harnais et longe ou sac d'hydratation? Harnais et longe. Est-ce que du coup justement tu peux le prendre à la main ou pas? Ou t'es obligé d'avoir le baudrier? Alors, tu peux le prendre à la main, mais en termes de confort, il faut le baudrier. C'est un ensemble, en fait. Cela dit, si un jour il fallait courir et que je devais choisir entre les deux, ce serait le harnais de traction et la longe en priorité. Et harnais de traction ou chaussures de trail? Harnais de traction. Parce que le chien, il dépend de moi. Je l'ai choisi, je l'ai éduqué. Il va courir que quand c'est moi qui l'emmène. Je suis responsable de sa santé. Et le harnais de traction, c'est indiscutable pour sa santé, en fait. Donc c'est pour ça que ce sera toujours le harnais de traction en premier. Même s'il y a des choses à côté, on peut difficilement faire sans. Encore que en barefoot, j'ai déjà tenté d'aller me faire un petit canicross pieds nus. Ok. Justement, c'était un peu l'objectif de ce petit jeu.
c'est de savoir quel objet était le plus important. Tu cours pas sans harnais, du coup, tu cours pas avec ton chien à côté de toi, en libre. C'est pas quelque chose qui est conseillé? Si, ben, du coup, c'est plus du canicross, mais tu peux, hein. Ok, c'est plus du canicross. Alors, enfin, là encore, peut-être qu'il y a des puristes dans les commentaires qui diront que non. Je crois que le canicross, ça vient d'où? Si j'ai bien tout compris ce que j'ai lu, c'est d'abord des mushers qui, hors période de neige, ont trouvé des moyens d'entraîner leurs chiens, qu'ils les ont mis sur des cartes, qu'ils les ont mis devant des vélos, et puis qui se sont rendus compte que de les emmener en randonnée, ça pouvait être sympa pour eux, puis ça les faisait vivre aussi avec le tourisme en été, et puis qui de fil en aiguille se sont dit que ça pouvait être totalement compatible avec la course à pied et qu'il se passait des choses sympas. Je crois que c'est un peu par empirisme que tout ça s'est mis en place. À moins que quelqu'un un jour s'est dit tiens, je vais le faire, c'est génial, c'est l'idée du siècle. Peut-être, j'en sais rien. Donc pour moi, le canicross, c'est le principe du canicross, c'est d'être rattaché à son chien et de vivre tout ça. Maintenant, des gars qui courent avec leur chien, c'est pareil, ça existe depuis toujours, tout comme le trail existe depuis avant même qu'on ait eu l'idée de l'appeler comme ça. Moi, j'ai couru un peu avec mes chiens quand j'étais adolescent. J'avais un épagneul breton et je l'emmenais courir avec moi et on n'était pas attachés et il courait en libre. Concernant Melvin, il est totalement capable de le faire, mais il déteste ça. D'accord, ok. Voilà, c'est le chien de travail, c'est le border de travail. D'ailleurs, il vient d'une lignée. J'ai été le chercher chez un berger qui était le beau-frère d'une copine de promo. Il vient d'une lignée de chiens de berger. Il a été sélectionné. Ses parents, grands-parents, et lui a été sélectionné pour ça. Donc, il a le truc du travail. Donc, Melvin, s'il n'a pas le harnais, qu'il n'est pas rattaché, il aboie, il est pas content. Quand je l'attache et qu'il se met dans le harnais et qu'il se met en course, le chien, il est focus, il est content. Donc je vais pas courir en libre avec mon chien. Voilà. Le bouvier qu'on va voir tout à l'heure, lui, par contre, il aime pas la traction. D'accord, ok. Donc lui, il est équipé comme l'autre, mais en course à pied, il aime pas la traction. Donc même quand je l'attache, il est collé à moi, donc ça sert à rien, quoi. On se marche dessus, on se prend les pieds l'un dans l'autre. Donc Rox, le bouvier, il court en libre. Et je l'attache que dans les parties où il y a des voitures, où j'ai besoin qu'il soit là si je croise d'autres animaux et compagnie, quoi. Justement, est-ce qu'il t'arrive de croiser d'autres animaux, des animaux sauvages ou autres? Comment réagissent tes chiens? Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter par rapport à un animal? Ouais. On croise, souvent ça m'est arrivé, que ça soit en Picardie ou ici. Alors, quand c'est des gros animaux type chevreuil et compagnie, mes chiens sont paraître orgueilleux, sont plutôt bien dressés. Donc ils ont un bon rappel. Donc voilà, si je leur dis non, ils y vont pas. S'il y a un lapin qui passe, ils vont peut-être avoir envie de suivre, mais c'est pareil, quoi. Je leur dis un droite, un gauche, un stop, et les chiens ils suivent. Ce qui est rigolo, par contre, c'est le cri du jet. Le cri du jet, ça rend fou Melvin. Dès qu'il entend un jet pousser un cri, il se met dans le harnais et blam! C'est comme un kit-nose sur une japonaise trafiquée, quoi. Il y a tout qui vient. Alors c'est assez rigolo et on en joue. Voilà, c'est-à-dire que quand il y a ça, je lui dis pas non, quoi. Je le laisse y aller. Voilà, c'est l'occasion. J'ai ouvert mon kit-nose et puis on y va, on accélère. Voilà, petite anecdote. Est-ce que tu t'es déjà perdu lors d'une course, lors d'une séance? Alors oui, ça m'est arrivé, mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Alors quand je veux vraiment faire une séance paramétrée, j'anticipe. Mais dans mes séances de découverte, ça m'est déjà arrivé de me perdre, de tomber, de devoir même faire rebrousser chemin. Quand c'est comme ça, je rebrousse chemin. Après, vraiment perdu. Ouais, t'as jamais eu de frayeur à partir et pas savoir où t'étais dans la forêt? Non, parce que je suis jamais parti à l'aventure sans carte dans des lieux que je connaissais pas. Et puis maintenant, très clairement, avec les outils qu'on a pour se perdre pour de vrai, faut juste pas s'être préparé. Donc je me prépare un minimum. Quand je pars totalement à l'aventure, j'ai préparé mon itinéraire quand même sur mes applis. Et même quand je pars 2 jours en bivouac, j'ai fait une impression de ma carte sur papier à l'ancienne, au cas où le téléphone n'ait plus de batterie et que la batterie de secours elle marche pas, quoi. Donc vraiment perdu, ça m'est jamais arrivé. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va rentrer les chiens tout de suite, et comme ça, tu vas nous les présenter. Ça marche. Allez, c'est parti. On a fait rentrer tes chiens, trop cool. Est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu, me donner des détails dessus? Ok. Bah écoute, on va commencer par lui, Rox.
hein, puisqu'on a parlé de l'anecdote de sa venue dans la famille. À Noël. Voilà, à Noël, le cadeau de Noël de mon épouse et le mien aussi, parce qu'il est à la fois bouvier et à la fois australien. Donc il a le caractère du bouvier, tu vois, toujours près de moi, posé sur les pattes, C'est gros. et l'énergie de l'australien pour aller courir, comme ça, c'est le meilleur des deux mondes. Donc voilà, Rox, 5 ans là maintenant. Hein. Alors on a posé l'hypothèse de son âge, parce on l'a trouvé, il était déjà chaud. Mais a priori, de ce que me disait Vito, c'est à peu près ça. Quel entretien tu as avec lui par rapport à son alimentation? Alimentation, alors moi je les ai passés tous les deux, ils ont la même alimentation. C'est des croquettes que j'achète. On a un producteur de croquettes pas très loin à Saint-Sylvestre, qui font une gamme comme on peut trouver un peu partout maintenant. T'as la gamme chasse, la gamme junior, la gamme senior, la gamme intensive. Donc ils sont tous les deux sur la gamme intensive. Ok. Voilà. Hein, parce qu'ils dépensent pas mal d'énergie. Donc avec des croquettes que j'ai essayé de sélectionner dans des tarifs abordables, mais avec de la prot, quoi. Hein, pas que de la betterave. On est d'accord. Voilà. Donc j'ai commencé d'ailleurs avec un pote chasseur dans mon village en Picardie qui me fournissait des croquettes qu'il prenait pour son propre chien. Et donc j'ai gardé un peu cet esprit. Après l'entretien, c'est des chiens qui sont plutôt en bonne santé. Le bouvier est un chien qui est pas très rustique, qui est réputé pour avoir des maladies diverses. Paradoxalement, sa structure en plus. Alors peut-être par rapport à sa sélection. Mais lui, pour l'instant, il est plutôt en bonne santé à 5 ans. Voilà, peut-être que le croisement australien a fait que, ou peut-être qu'on a juste de la chance. Donc après, c'est un brossage régulier. Et puis, le suivi classique veto, hein, que tout propriétaire avec son chien, vaccination et ainsi de suite. Donc rien de spécial. Hein. Mmh. Voilà, bon, il nous a fait quelques petites frayeurs parce que comme il est gourmand, une fois il nous a mangé de la morora. Donc voilà, donc on a eu une petite frayeur. On a vu un vétérinaire hier pour le tournage. Ouais. On en a parlé un petit peu des dangers et des risques qu'on pouvait avoir avec un chien. Ouais. Puis à la campagne, hein, c'est-à-dire que les chiens, quand on n'est pas en cross, on est en balade. En balade, ils sont libres en permanence. Donc il y a de la paille, Les épilets, des hangars, les épilets, j'en enlève régulièrement. J'ai jamais eu trop de soucis, mais régulièrement, pareil le brossage. Hein. Pas les tiques. Les tiques. Ça, les tiques. Moi, je les traite pas en chimique aux tiques, notamment parce que je savais que pour le border, il y a une question génétique qui fait que chez certains borders, ça se passe mal. Donc je les traite en complément alimentaire. Alors ça n'empêche pas qu'ils soient croqués par les tiques, mais a priori de ce que c'était mon berger avec qui je bossais là pour lui qui m'avait dit ça donne un goût au sang qui fait que le tique il croque mais il suce pas. Ouais. Donc ouais, souvent je leur enlève des tiques, mais ils ont jamais été vraiment sucés par le tique. Donc après je surveille la maladie qui va bien derrière, donc les selles et ainsi de suite. Le brossage, c'est le bon moyen de papouiller, de contrôler que tout va bien en sortie de course aussi, qu'il y ait pas de problème articulaire. Et je leur fais un ostéo une fois par mois. D'accord, ok. Ouais. Ça c'est important, tu trouves? Alors, je me suis laissé convaincre que si nous, en tant que sportifs, on avait besoin d'un petit contrôle ostéo de temps en temps, le chien qui courait autant que moi, il pouvait en avoir besoin aussi. Donc ouais, je pense. C'est de la prévention? En prève, ouais. En prève. Lui m'a fait des petits soucis là, je l'ai pas présenté encore. Donc Melvin. Donc Melvin, 10 ans, border collie. Donc je te disais tout à l'heure, ouais, qui vient d'une lignée de chiens de troupeau. Hein. Il a été sélectionné par le berger qui me l'a vendu pour ça. Donc il a vraiment l'instinct et il a la niaque qui va bien. Il aime l'attraction, lui, il aime le travail. L'athlète. Ouais. J'ai fait un peu de troupeau avec lui aussi quand j'étais dans l'Oise. Je faisais une journée par mois. D'accord. Avec un berger. Pour lui faire plaisir. Ouais. Et puis pour canaliser, parce que les borders sont des chiens qui n'ont pas que besoin d'une activité physique. Ils ont besoin d'une activité cérébrale. Ils sont faits pour ça. Et surtout lui, de par sa lignée. Donc c'était nécessaire même pour son bien-être à lui. Parce qu'on parle de notre bien-être, mais il y a le leur aussi. Effectivement. Et son bien-être à lui, ça passait aussi par... Ça passait par la dépense, la dépense intellectuelle. Donc le troupeau, ça lui a permis de faire ce pourquoi il a été sélectionné, il a été mis au monde, et ça l'a vraiment posé bien comme il faut dans ses pattes. L'excitation qu'on peut trouver chez les borders, elle est tombée quand je l'ai fait travailler au troupeau, et ça nous a permis aussi de développer notre relation tous les deux, quoi.
On a parlé du canicross, on a parlé du running, du trail. Est-ce que tu pratiques d'autres sports? Est-ce que tu as pratiqué d'autres sports? Ouais, la rando Ouais. fait partie des activités aussi que du coup je peux pratiquer avec ma femme puisqu'elle aime pas la course à pied et avec eux forcément aussi. J'ai fait du badminton pendant quelques années aussi. Voilà, mes activités professionnelles me permettent plus de le faire, mais le badminton j'ai pratiqué pendant longtemps. Pareil, j'aimais le côté explosif. Et puis après, ben, dès que j'ai l'occasion de faire un truc nature, je le fais quoi. On a la chance là, d'habiter à 5 minutes du Lot, donc forcément j'ai un kayak et un paddle, Ouais. voilà pour aller de temps en temps sur l'eau. Et puis les sports de combat pendant mon enfance, ouais, judo, kendo, voilà, que je pratique plus maintenant, plus le temps. Puis bon, un pasteur avec un cocard, le dimanche matin. Ouais, ça ferait bizarre. Voilà. Pour toi, la nature et le fait d'être dehors, c'est important? C'est quoi? C'est un équilibre? C'est un besoin? C'est important, c'est un besoin, ouais, et j'y trouve mon équilibre. C'est important et je te disais en introduction, bah, depuis tout petit, je suis dans la nature, hein, tu vois? Je saurais pas vraiment te dire pourquoi, j'ai pas poussé l'analyse jusque-là, mais la réalité, c'est que, quand je suis trop loin de la nature, trop longtemps, je me sens pas bien. Donc, il y a quand même, je sais pas, le silence qu'on peut trouver, le bruit des animaux, hem, il y a quelque chose de naturel, je trouve, d'être dans la nature. Alors, on peut remonter aux origines de l'homme, hein, quelles que soient je dirais, les choses auxquelles on croit sur les origines de l'homme, mais au départ, on vit dans la nature, quoi. On vit de la nature. Au départ, l'homme, il est fait pour vivre en accord, en symbiose avec la nature. Il est pas fait pour la contrôler, pour la servir, même si forcément on adapte notre environnement. On est un peu la seule espèce, hein, qui fait ça, hein. Mais je trouve que, peut-être adapter notre environnement, mais en le respectant, il y a quelque chose qui pour moi est naturel et fondamental, et quand on arrive à le faire et à le vivre, ben, forcément on est mieux. Voilà, donc moi je suis bien dans la nature, tu vois? Alors on est dans le Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot, c'est déjà une ville, suffisamment grande pour moi. Tu penses qu'il y a un stress urbain et justement, la campagne qui est plus paisible? Oui, oui, très clairement. J'ai vécu en région parisienne, hein. Ouais, c'est pour ça que je te dis Donc, ça, ouais. je connais, même si, j'habitais, en très, très grande banlieue, mais j'ai bossé en région parisienne. Mon premier boulot, c'était jardinier, j'étais élagueur, et on bossait en banlieue, Paris intra-muros. Donc oui, le fait de se lever, on va parler de Paris, mais Bordeaux, c'est devenu un peu ça. Le fait de se lever à 5h30 pour être à 6h dans le camion, pour être à 8h sur le chantier, c'est forcément une fatigue, c'est forcément un stress. De devoir gérer en permanence les interactions avec les autres et tout ce que ça implique, hein, de bon et de compliqué. Devoir, faire attention aux voitures, de devoir gérer le bruit, oui, ça il y a un stress, ça épuise. La nature, on peut lâcher prise. On parlait des phénomènes transitionnels. La nature te permet ça, quoi. Tu peux être autre chose que tout ce que la ville et les relations t'obligent à être en permanence. Alors, je suis pas un ermite, hein, heu j'aime beaucoup les relations avec les gens, hein, c'est mon métier depuis toujours, même encore aujourd'hui. Mais ce besoin de se retrouver, de se reconnecter avec la nature, oui, pour moi, c'est fondamental. La nature t'a apporté, des choses encore différentes que la reconnexion? Ça t'a construit aussi peut-être? Forcément, même si je saurais pas le dire comment, mais je me suis construit toujours avec la nature à côté, donc forcément, elle m'a construite. Forcément, si je trouve, de l'apaisement, dans la nature, alors qu'en ville, je trouve du stress, forcément que la nature, elle me construit et qu'elle me construit de manière équilibrée. Après, tu vois, on n'a pas parlé, on peut pas parler de tout, mais j'ai un poulailler, j'ai un potager. La nature, elle me nourrit aussi. J'aime ça. Je serai jamais autonome, hein, il y a pas de souci. C'est un art de vivre à part entière, ceux qui le font. Mais forcément, quand c'est tout bête, hein, j'élève mes poules, je mange leurs œufs, mais je mange aussi mes poules. Mes poulets, je les élève pour ça. Hem, quand tu tues un animal que tu as fait naître, que tu as élevé, que tu as fait grandir, dont tu as pris soin, hein. Les éleveurs, ils prennent soin de leurs animaux, pas juste parce qu'ils leur apportent de l'argent, mais parce qu'ils veulent qu'ils soient en bonne santé, que tu tues toi-même. C'est pas anodin de tuer, enfin, tu es chasseur, hein.
J'ai pas donné la mort avec un fusil, mais moi je la donne avec un couteau. C'est pas anodin, hein, on prend conscience de ce qu'on fait. On prend une vie et on le fait pas sans raison, hein. On n'est pas des assassins, on n'est pas des tueurs, quoi, quand on fait ça. Je jette pas un gramme de viande, du poulet que j'ai tué. Enfin, tu vois? Donc forcément ça te construit parce que ça dit quelque chose de ton rapport au monde, de ton rapport aux autres et forcément le respect que tu donnes aux animaux quand je prends soin d'eux, quand je prends soin de mes poules que pourtant je vais tuer et que j'élève pour les tuer, pour les manger, forcément ça me construit dans ma relation aux autres, obligatoirement. Par rapport à ton métier, par rapport à tes expériences, que penses-tu de la société actuelle et est-ce que tu l'as vu changer? Ouais, je l'ai vu changer. Je l'ai vu changer et je te dirais, je pense qu'il y a 2 phases en tout cas que je pense avoir identifiées. La première, 2001, les tours jumelles qui s'effondrent et j'ai l'impression qu'on a pris conscience que, l'insouciance dans laquelle on vivait dans les années précédentes, les 30 glorieuses, on aura du travail, on aura la retraite, on va vivre vieux, en bonne santé, elle est tombée, quoi. Voilà, moi j'ai grandi dans les années 90 et j'aime ces années-là parce qu'on avait encore, ouais, toute l'espérance de la sortie du confort et de la richesse, de ces 30 glorieuses. Puis il y avait déjà le début de la technologie, donc c'était en même temps enthousiasmant. Le plein emploi, hein, j'ai travaillé mon premier boulot, c'est en l'an 2000 et c'est encore le plein emploi, en tout cas en région parisienne à l'époque. Et puis 2001, c'est comme si tout s'arrêtait. C'est comme si on prenait conscience que la paix, en fait, elle n'existait pas, comme si on pouvait mourir, comme s'il y avait des choses et donc ouais, pour moi, ça, c'est un premier temps. Premier temps important, qui nous a amenés avec différents événements à perdre cette insouciance, ouais, dont on parlait là avant, et puis à accepter des pertes de liberté pour se protéger soi-même. Voilà. Et, c'est, je pense à cet homme-là, Jacques Attali, qui a été un homme politique, qui a traversé le XXe siècle et qui a été défenseur des droits, qui a arrêté, je crois, je sais plus, 2020, 2018, faudra pareil aller voir, et qui disait en partant qu'il était inquiet que les Français, aujourd'hui, il le disait, il pensait qu'ils étaient prêts à perdre consciemment, volontairement des libertés individuelles pour le prix de cette réassurance, par rapport à la peur de la mort. Voilà. Et ça l'inquiétait parce que c'est comme si pour lui l'histoire se répétait. Donc ça m'a marqué. Deuxième chose également, qui pour moi est une évolution de société, c'est ouais le Covid. Bon, je pense que j'enfonce une porte ouverte, mais quand même on l'a tous vécu, hein, à plein d'égards. Moi, j'ai travaillé pendant le Covid en plus de par mon métier d'EduxP, donc j'avais l'impression de vivre un film dystopique, hein, réellement, hein. Donc c'était particulier, hein, quand on est dans un centre commercial en région parisienne, qu'il y a une caissière, 2 clients, moi et une autre cliente, alors qu'à l'habitude on est des centaines, et que quand elle me croise au bout de l'allée, on sent la peur, on entend les néons clignoter et puis qu'elle fait demi-tour. Enfin, je sais pas, on se demande à quel moment il y a Alien qui va sortir du mur, quoi. Enfin, donc ouais, ça c'était particulier. Et puis espèce de repli. Et j'ai travaillé là pour refaire des travaux chez moi avec des artisans qui me disaient que ils trouvaient plus des gens qui avaient envie de bosser aussi. Voilà, comme si chacun s'était replié sur soi. Donc bon. Et d'un autre côté, pendant le confinement, on a arrêté de vivre à 200 à l'heure aussi. Alors tout n'est pas négatif, hein, mais et j'ai retrouvé presque le temps qui s'écoulait comme dans les années 90 pendant cette période-là. Donc ouais, la société elle a changé, elle a évolué. Qu'est-ce qu'elle va devenir demain? Elle va te le dire. Je m'y risquerai pas. Et puis bon, ben de toute façon, c'est le propre de l'humanité que la société elle évolue après chaque génération. Les vieux disent que c'était mieux avant, et puis les jeunes ils en profitent à fond. Et puis finalement, c'est pas si mal que ça. Donc faisons confiance aux jeunes. Est-ce que tu es fier de toi aujourd'hui? Waouh. Oui, pas fier de ce que j'ai accompli. Ce serait vachement orgueilleux de le dire comme ça. Fier, dans le sens heureux, tu vois? Fier parce que, j'ai eu la chance, il y a une part de il y a une part de chance et peut-être que ma foi, me permet de dire que Dieu a veillé sur moi, une part de grâce. Mais je me suis donné les moyens aussi de pouvoir, vivre des choses que j'avais envie de vivre. Je crois qu'une vie, on la construit. Alors, j'ai conscience, hein, et mon métier me l'a prouvé, que certains, ils tirent pas le bon jeu de cartes au départ et que même en voulant construire leur vie, ben, ils y arrivent pas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir les moyens de construire ma vie, mais je me suis donné les moyens de le faire aussi. Donc je suis fier de ça, je suis content de ça. Voilà. Plus que fier, tu vois?
je me suis donné les moyens de changer 4 fois de métier. Même, j'ai divisé mon salaire, par 2 à plusieurs reprises, hein, dans ma vie professionnelle, hein. Et ma femme m'a permis de le faire aussi parce elle était dans cette manière de vivre. On s'est donné les moyens de vivre à la campagne, et d'accepter les inconvénients qui l'accompagnent. Voilà. Donc je suis plus content que fier, mais je suis vraiment heureux, de la vie que je mène aujourd'hui, en toute sincérité. Elle est pas parfaite, et clairement, elle est pas exempte de combats, hein, comme tout le monde. Et j'ai pas été confronté au plus dur, j'ai pas été confronté à la maladie pour mes proches ou pour moi-même, et j'aurai certainement des défis à relever plus tard. Et aujourd'hui, ouais, ouais. Aujourd'hui, tu as un certain équilibre entre tes activités, ton métier, ta vie dans le monde de la campagne, ou alors il y a des choses qui prennent plus le dessus? Oui, il y a un certain équilibre. Mon métier de pasteur, mon ministère de pasteur, prendra toujours le dessus. Parce que quand on s'occupe des gens, on a toujours, et quand on aime les gens, on a toujours à un moment donné envie d'arbitrer, en fonction des gens. Et puis parce que je représente quelque chose aux yeux des autres aussi qui ont la foi, et ils vont naturellement venir vers moi. Donc il faut en faire quelque chose. Mon ministère viendra toujours déséquilibrer, ma vie d'homme, de père, et de mari. C'est inévitable. Mais c'est une donnée qu'on a pris en considération avec ma femme et mes enfants depuis toujours. Et eux, ils sont, ceux qui m'équilibrent. Ils ont un droit de regard là-dessus. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne dans la famille. C'est moi qui ai l'autorité, hein. Je suis très 20e siècle, hein, là-dessus, il y a pas de problème. Ça fera peut-être, sauter, de rage plein de gens, mais on essaie vraiment de vivre en équilibre où chacun a la parole, où on prend les décisions ensemble, et parfois les décisions que je prends, sont pas forcément celles que moi j'avais voulu ou celles que j'avais envie, mais c'est vraiment pour tous. Donc tu vois, même dans la pratique du sport, je me rappelle, quand j'ai démarré le canicross, avec les 2-3 copains que j'ai rencontrés, il y a un club qui s'est fait, pas très loin. Elle m'a dit: «Ah Rémi, viens faire partie du club, on court ensemble». Bah ouais, génial. Sauf qu'à un moment donné, faut prendre du temps pour faire partie d'un club. Et j'avais dit à mes enfants: «Mais si, entre mon boulot, mes activités sportives, et puis parce qu'il y avait déjà l'église, même si j'étais pas, le pasteur principal ou pas à plein temps, j'étais en second, mais j'avais déjà du temps qui était pris». Je leur avais dit: «S'il y a un déséquilibre, il y en aura un. Voilà, la base, il y aura un déséquilibre, c'est inévitable. Quand il y en aura un, vous me le dites. Et quand vous me direz qu'il y a un déséquilibre, je discute pas, c'est vous qui avez, autorité sur mon agenda». Et un jour, ma fille, elle avait quoi? Elle avait 6 ans, hein, pas plus que ça, hein, peut-être, ouais, dans ces eaux-là, et elle me dit: «Papa, tu pars encore courir avec tes chiens, mais moi je voulais passer la soirée avec toi, c'est trop». J'ai appelé mes potes, je leur ai dit: «Je viens pas». Voilà. Donc oui, il y a un équilibre, on le trouve et on le construit comme ça en permanence, et c'est ça qui fait que je suis bien, que je suis fier. Parce qu'en fait, je crois que la réussite, le fait que ça fonctionne, on va dire comme ça, c'est parce qu'on travaille à cet équilibre en permanence. Qu'est-ce qui ferait que tu serais fier, encore une fois, de tes enfants, plus tard? Mais je suis déjà fier d'eux. Je suis déjà fier d'eux. Aujourd'hui, mon fils a 19 ans, ma fille a 17 ans. Je suis fier d'eux parce que j'ai réussi à leur transmettre les choses qui étaient importantes pour moi. Ma foi, ils la respectent ou ils la respectent pas, mais ils la comprennent, et elle a du sens pour eux, et ils ont la leur, et ça, c'est une fierté pour un croyant, ouais, très clairement. Les valeurs, qui sont les miennes, valeurs de respect, valeurs d'ouverture, mais des valeurs aussi solides, pas des valeurs à géométrie variable. On peut, comprendre les autres sans être d'accord avec eux, sans les excuser, et on peut ne pas être d'accord avec eux, ou ne pas faire ce qu'ils font sans les condamner non plus, en comprenant comment, voilà. Ça, c'est des valeurs qui sont importantes, que j'essaie de transmettre. Fier parce que, j'ai essayé de leur donner la liberté que je voulais avoir, d'expérimenter, et ils le font. Voilà, même s'ils expérimentent pas les choses comme moi j'aurais voulu, en tant que père qu'ils le fassent, mais ça, c'est pas le problème. Voilà, et ma plus grande fierté finalement, c'est ça, c'est qu'ils se donnent le droit, de se construire. Voilà, et ça me rend fier d'eux. Si tu devais mettre une pancarte gravée au-dessus de ta maison pour que les gens qui viennent ici comprennent tout de suite à quoi s'attendre, qu'est-ce que tu mettrais comme phrase dessus? Ah! Hem, je serais presque obligé d'en mettre 2. Tu peux, elle est grande. Ouais, parce que je suis à la fois, totalement construit par mon identité d'être humain, mais en même temps ma foi, elle fait tellement partie prenante de ma vie qu'elle est indissociable. Donc
mais je veux pas. Les deux sont liés, donc je voudrais pas en mettre une en avant plus que l'autre. Donc déjà, première phrase, j'aurais envie de dire que cette maison est la maison de Dieu et que tous ceux qui y entrent puissent être bénis par la présence de Dieu. Ça, c'est ce qui me définit. Voilà. Mais j'aurais aussi envie de dire bienvenue chez vous, parce que j'aime que ma maison soit vraiment une maison d'accueil et que les gens qui viennent puissent se sentir chez eux, à leur place. Voilà. Une place qui se construit, une place qui se trouve, une place qui, que ça soit mes amis ou des gens de passage qui s'inscrit dans le respect des autres et du lieu. Mais quand je dis à quelqu'un fais comme chez toi, je lui dis vraiment fais comme chez toi. Voilà. C'est pas une parole en l'air. Donc ce serait peut-être 2 phrases comme ça. Alors je les ai pas réfléchies, hein, donc elles changeront pas la face du monde, mais Ça me va. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que ma vie continue d'évoluer en fonction des circonstances, mais toujours avec un équilibre. Je pense que ça serait bien, ça. Moi, ça me va nickel. Un grand merci en tout cas, Rémi. C'est cool. Avec plaisir. T'as pris du plaisir? Ouais, vraiment, c'est fun. Ouais. Parler de ce qu'on aime, franchement. Un grand merci. Je remercie également le sponsor de cette vidéo. Pensez à vous abonner, c'est super important. Un grand merci également à Timothée qui est derrière la caméra et qui m'accompagne sur tous les tournages. Et pour les autres, on se retrouve pour une prochaine émission. Ciao!